Salut les potes! Ça fait quelques mois que la vidéo sur les champions de Kanto est sortie, et visiblement ça a plu. Du coup c'est parti pour la suite. On enchaîne avec les champions de Johto. Même principe, le but est d'imaginer à quoi ressembleraient les équipes des champions d'arène si elles étaient au niveau maximum. Mais pas en prenant simplement tous leurs Pokémon les plus basiques avec des sets Smogon. Ici on va chercher toutes les références les plus obscures des personnages pour tenter de donner une personnalité à leur équipe. Le but n'est pas d'être le plus optimal possible en combat, mais bien de respecter les thèmes et l'univers de chaque champion. Comme pour les champions de Kanto, je n'utiliserai ni Méga Évolution, ni Capacité Z, ni Dynamax. Simplement car ce sont des mécaniques qui n'ont aucun lien direct avec les jeux mettant en scène Johto. Je conserve également la règle de Game Freak, pas plus d'un exemplaire de chaque item dans une équipe. Et on est parti, on commence au commencement dans la modeste ville de Mauville. Le premier champion de Johto. Spécialisé dans le type vol, Albert nous fait directement comprendre via son accoutrement que nous sommes bien à Johto. Mais ses équipes ne sont hélas pas très impressionnantes. Son premier affrontement dans Pokémon 2 est d'ailleurs le combat d'arène comportant les Pokémon les plus faibles tous jeux confondus. Bon, le principe d'Albert c'est qu'il débute en tant que champion d'arène, en successeur de son père. Il aime le type vol, mais plus particulièrement les Pokémon oiseaux. D'ailleurs, son affrontement final en 4G présente les 4 piafs de base des générations 1, 2, 3, 4. Ça a été très dur de trouver les bons Pokémon pour lui, mais j'ai fini par admettre que c'était simplement le premier champion et que sa team ne se devait pas d'être particulièrement forte. Alors commençons tout de suite avec Roucarnage. Roucarnage est son Pokémon signature. Il possède un membre de sa famille dans l'entièreté de ses équipes. Mais hélas, c'est vraiment pas un Pokémon bien menaçant. Sa méga aurait pu rattraper le coup, mais là on le sent. J'ai donc fait un petit set de support lead pouvant des fogs, très important en monovol, et placer un vent arrière. Il peut pivoter si besoin avec demi-tour et infliger des dégâts avec son stab rapace. Le deuxième Pokémon est déjà plus respecté. Hermure. Solide représentant du type acier de sa génération, Hermure se démarque évidemment par son immense défense. On a ici un set classique de support tank physique pouvant placer les pièges de roc. Je privilégie les pièges de roc au Pico pour cette équipe car vu son type, elle aura souvent besoin d'utiliser anti-brume. Donc mieux vaut ne pas perdre trop de temps à placer des picots qui pourraient tous être retirés. Le Pokémon peut empêcher les placements avec Cyclone et taper avec Big Splash. Hermure c'est vraiment un Pokémon fort qui fait du bien à l'équipe. Le troisième Pokémon n'est pas très menaçant mais inévitable. Noirfang, l'oiseau générique de la deuxième génération. Faut dire qu'Albert kiffe bien les piafs de base, on peut retrouver chez lui ceux des 4 premières générations. Mais Noirfang c'est pas le meilleur, loin de là. Sa seule particularité intéressante est son accès au talent lenti-teinté. Du coup on va tenter sur lui un pauvre set de placement spécial avec machination et hâte. Vu son talent, il a pas besoin de beaucoup de couverture. Pour le quatrième Pokémon, j'ai pensé à Xatu. Il respecte les deux thèmes de base d'Albert étant un piaf de Johto. Qui plus est, Albert l'utilise dans ses deux équipes de Noir-Blanche 2. Et Natu, c'est un Pokémon qu'on retrouve en 2G dans les ruines d'Alpha juste à l'ouest de Mauville. Xatu, il se démarque bien en rôle de support avec son talent miroir magique, évidemment, mais également avec ses capacités. Il pourra dans un premier temps utiliser Anti-Brume, c'est le deuxième Pokémon de l'équipe à posséder cette capacité mais ce n'est pas trop dans une monovole, et ensuite il pourra placer son vent arrière et pivoter. Le vent arrière permet à la plupart des Pokémon de l'équipe d'avoir une vitesse largement supérieure aux Pokémon électriques les plus rapides, sauf peut-être Elikimax Speed. D'ailleurs pour ça que lui et Roucarnage possèdent cette capacité. Bon, avec 3 supports et un Pokémon de placement, il me fallait vraiment des bourrins instantanés. C'est pourquoi Eturaptor a parfaitement sa place ici. En fait, j'avais vraiment le choix entre Eledel et Eturaptor, étant chacun respectivement les oiseaux mascottes de Hoenn et Sinnoh. Mais surtout deux Pokémon qu'Albert utilise et qui font référence à cet aspect piaf de base qui caractérise bien le personnage. Mais bon, j'ai vite tranché pour Eturaptor pour des raisons d'équilibrage stratégique. Car ouais, même si Eledel a des options intéressantes avec ses talents Cran et Querelleur, Eturaptor est bien meilleur. Son talent téméraire couplé à ses stabs Rapace et Damoclès lui permet de faire de gros trous très rapidement. Le cadeau du ciel qui est Close Combat lui permet de gérer aussi les types acier. Et pour finir, Vive Attaque en priorité stabée. Et enfin, pour terminer en beauté, un Pokémon de surprise, Elector de Galar. Elector est un oiseau de Kanto, région très liée à Johto, mais bon, en vrai, les formes régionales des oiseaux de Kanto sont en réalité d'autres espèces natives de Galar. Mais ils font tout de même référence aux premières générations, et en termes de style, je trouve qu'Elector de Galar colle bien à Albert. Et puis ça permet de faire une autre dualité entre les deux régions. Si les dresseurs de Kanto utilisent les oiseaux de leur région, alors ceux de Johto utiliseront leur version alternative. Et Elector de Galar est un très bon Pokémon pour finir le travail, possédant la même vitesse de sang qu'Eturaptor mais avec un peu plus d'attaque de base et un stab combat. Elector a toutes les armes pour faire tomber les murs les plus solides. Je l'ai équipé d'un bandeau choix. Sa capacité signature coup fulgurant permet de baisser à coup sûr la défense de ses cibles. Aucun Pokémon ne pourra lui résister sur la durée. En plus de ça, le Pokémon sera capable de pivoter avec demi-tour et de gérer certains problèmes avec pied brûleur. Un Pokémon final de l'équipe qui ne va pas faire les choses à moitié.
Et voilà pour l'équipe d'Albert, j'ai vraiment galéré à la construire cette équipe. En fait j'ai surtout hésité sur le choix des Pokémon. Il y en a plein qui sont possibles pour Albert mais très peu me convenaient. Et puis niveau équilibrage, je savais pas trop quoi faire. Par exemple, j'ai pensé à mettre Scorvol, l'évolution d'un Pokémon de Johto, pour son type sol qui serait extrêmement positif pour l'équipe. Mais c'est pas un oiseau. Et je voulais vraiment respecter ce thème pour spécialiser le personnage. Mais du coup, pas grave, je suis finalement parti du principe qu'en tant que premier champion, il ne se devait pas d'être vraiment fort, au contraire même. Donc comme pour Pierre dans ma précédente vidéo, j'ai accepté le fait que son équipe soit peu ouf. Ouais, il y a trop de Pokémon qui galèrent dans cette équipe. C'est un peu à Hermure et Elector et Toraptor de carrer toutes les games. Mais ça me va. D'autant plus quand on sait qu'historiquement Albert est le champion d'arène ayant eu l'équipe de base la plus faible de toutes. Mais le prochain n'a hélas pas vraiment meilleure réputation. Voyons voir ce que Hector pourra nous proposer. Premier personnage important spécialisé dans le type insecte, Hector est un champion d'arène qui se veut assez tranquille, du moins en apparence. Car même si ces deux cocons Crisassi et Coconfort peuvent sembler inoffensifs, ce n'est pas le cas de son insécateur. Ouais, en fait c'est tout bête, mais son insécateur en a traumatisé plus d'un avec sa capacité taillade. Bien que faible au premier tour, elle passe à 80 au deuxième, puis 160 pour les tours suivants. Aussitôt dans le jeu, c'est absolument dévastateur. Et je dois dire que je fais partie des gens qui ont plus galéré contre lui que contre le personnage suivant. Et ce souvenir d'enfance, je compte bien lui donner sa place dans l'équipe. C'est pourquoi j'ai directement mis insécateur en lead avec un bandeau choix et taillade. Ça paraît stupide, mais c'est très simple de se faire prendre par surprise dès les premiers tours en s'attendant à un lead plus classique. Avec son talent technicien, la première taillade n'est pas à 40 mais à 60 de puissance, et les suivantes restent à 80 et 120. Un sécateur est clairement plus menaçant qu'il n'en a l'air. N'oublions pas qu'il a un total de 500 de Bastat, soit autant que Cisaillux ou Hachicateur, ses évolutions. Ses autres capacités sont double volée, pour le double stab avec technicien, sabotage parce que sabotage, et demi-tour pour pivoter si le lead en face est ingérable. Le deuxième Pokémon est pour le coup bien plus classique, c'est Fortress, qui viendra juste après un sécateur pour faire son travail de support lead habituel. A noter que je lui ai privilégié les pièges de roc au Pico afin de mieux contrer le type vol, une des menaces du type insecte. J'aurais pu choisir Karatroc, un autre insecte de Johto ayant un rôle similaire, mais je trouve que Fortress est beaucoup plus représentatif de sa génération, ayant été très bon dans le méta de l'époque. Et pour ce qui est d'Hector, il utilise de toute façon les deux. On enchaîne avec Scarabrute, et j'aimerais faire un petit point sur les Pokémon d'Hector et leur famille. En fait, Hector utilise presque tous les Pokémon de ce groupe d'insectes. C'est assez vague dit comme ça. En gros, en première génération, Scarabrute et Insécateur forment une dualité. Ce sont les deux insectes les plus rares du jeu, ce sont aussi les seuls à ne pas évoluer et ils partagent le même total de Bastat. En 2G, la dualité devait être conservée avec une évolution attribuée pour chacun d'entre eux. Mais finalement, l'évolution de Scarabrute fut abandonnée pour laisser place à un tout nouveau Pokémon, Scarino, formant ainsi une nouvelle dualité avec Scarabrute. De son côté, Insécateur a bien eu droit à son évolution, mais elle s'est vue attribuer un nouveau concept au cours du développement, avec un nouveau corps fait d'acier. Mais ces 4 Pokémon resteront toujours plus ou moins liés. Ce sont d'ailleurs les seuls insectes avec Dardarnian à profiter d'une méga évolution en 6G. Plus récemment, la 8G va élargir le groupe avec une nouvelle évolution alternative pour Insécateur, Hachicateur, mais toujours pas pour Scarabrute. Bref, tout ça pour dire que ces 3 familles sont intimement liées et qu'Hector les utilise dans presque toutes ses équipes. Pour le set de Scarabrute, j'ai décidé de conserver le combo classique Vive Attaque Impudence pour gratter des crans d'attaque lorsque c'est possible, et 3 plus grosses attaques avec son stab insecte et un Edgequake. Yanmega arrive en tant que 4ème membre de l'équipe. Yanma est un Pokémon insecte de Johto, et son évolution semble bien appréciée d'Hector dans tous les jeux de la 4ème et 5ème génération. Et Yanmega, il possède 2 talents plus qu'intéressants, Turbo et Lenti-Teinté. Turbo est généralement considéré comme étant le meilleur, mais le Pokémon n'ayant pas de moyen de se booster en SPA, il faudrait le jouer lunette choix pour que ça soit vraiment rentable. Or, j'ai bien envie de donner un défogueur à cette équipe. C'est pourquoi j'ai décidé de partir sur un set Lenti-Teinté, avec Défog, Hypnose et ses 2 stats Bourdon et Lame d'air qui pourront ignorer les résistances. On enchaîne avec Scarino, comme teasé plus tôt. Contrairement à Scarabrute, Scarino profite d'un double type, avec le type combat. Il possède également des stats un peu mieux dispersées et son talent cran qui lui permet d'infliger de très lourds dégâts en combo avec l'orbe flamme. J'ai opté pour des investissements plus défensifs ainsi que la capacité gonflette fortement appréciable sur un switch. En attaque, il utilise ses 2 stats surpuissants Colosse Combat et Méga Corne ainsi que Lame des rocs en couverture. Et le dernier Pokémon, c'est un sécateur à la signature d'Hector, non? Bah ouais, mais aussi Cisaillux, son évolution. En fait, les 2 Pokémon sont très complémentaires. L'un est rapide mais fragile, l'autre est lent mais plus solide. Cisaillux, c'est surtout un excellent Pokémon. Doté du double type insecte acier et de son talent technicien, il aura marqué plusieurs métas à haut niveau. Ici, on va le retrouver avec un set un peu plus classique des derniers mois, atterrissage, danse lame, les restes et bien sûr piste au point, sa priorité double stab de toujours. Un set de placement défensif bien dur à passer sans une puissante attaque feu. Et c'est ainsi qu'on conclut l'équipe d'Hector.
Vous remarquerez que j'ai plus ou moins ignoré l'existence de Papillusion et Dardarnian, mais ce pour plusieurs raisons. En fait, leurs familles sont bien présentes dans les équipes de base d'Hector en 2 et 4G, ainsi que dans Stadium 2, mais jamais dans les équipes avancées d'AGSS ou Noir Blanche 2. Et la raison est toute bête, ces Pokémon sont faibles, trop faibles. Et à haut niveau, pour des combats importants, il paraît logique qu'Hector utilise des Pokémon plus puissants. Dardarnian et Papillusion, 2 Pokémon qui évoluent au niveau 10 seulement, ne sont pas seulement mauvais en jeu, mais aussi en termes de lore. Évidemment, avec la présence de mécaniques des jeux plus récents, on pourrait leur trouver un intérêt et voire les rendre vraiment forts dans le cas de Dardarnian. Mais ce n'est pas le but ici. Vous pouvez d'ailleurs vous imaginer à quel point ça a été frustrant pour moi de ne pas mettre de méga dans cette team, vu les 3 beaux candidats. Mais bon, c'est comme ça. Sinon, l'équipe s'en sort pas trop mal. En fait, on pourrait clairement s'attendre à pire venant d'Hector. On n'est toujours pas sur une team incroyable, mais disons qu'elle fait son taf malgré les évidentes faiblesses. Mais la prochaine, vous la connaissez tous, et vous la détestez tous. Et elle compte bien conserver cette aura démoniaque. Blanche de Doublonville. Est-ce qu'elle est pas trop pipou ? Un personnage qui aura traumatisé tout un tas de joueurs en ayant découvert Pokémon Or Argent dans leur enfance, mais également AGSS, et ça correspond déjà plus à ma génération. Enfin bref, tout ça pour dire que le côté insupportable cancer qui colle aussi bien aux équipes qu'à la personnalité du personnage sera bien entendu retranscrit dans sa team. Et on commence fort avec Colorior. Je déteste Colorior, c'est vraiment un Pokémon que je trouve complètement anti-stratégique, il possède la quasi-totalité des capacités du jeu ainsi que le talent lunatique. Mais c'est bien pour ça qu'il est parfait pour Blanche, en plus d'être évidemment un Pokémon normal de Johto. Pour son set, il tiendra sans surprise son rôle de lead support avec Sport pour endormir, classique, les pièges de roc et Kotogarde. Le Pokémon va profiter de cette capacité ainsi que de son talent lunatique pour utiliser Relais, une des capacités les plus infâmes du jeu. Et le deuxième Pokémon profitera directement des boosts de défense, Mélodelph. Mélodelph n'est plus un Pokémon de type normal depuis la 6ème génération, mais il reste un des Pokémon les plus importants de Blanche. Et c'est l'occasion rêvée pour utiliser son set Garde Magique Plénitude. Avec Huckcock pour se soigner et ses investissements en PV, le Pokémon peut vite devenir ingérable avec les boosts en défense spéciale de Plénitude, couplés aux boosts de défense physique offerts par Colorior. Ça commence fort niveau Sida. Troisième Pokémon, Porygon 2. Voilà un Pokémon que n'a jamais utilisé Blanche dans les jeux, mais mieux vaut tard que jamais. Bon, Porygon 2 est un Pokémon normal de Johto, mais sa présence dans l'équipe est surtout de l'ordre de la synergie. En effet, Blanche va en avoir besoin pour faire briller le prochain Pokémon, car c'est un set Distorsion. Soin pour tenir sur la distance, toxique parce que Blanche, et téléport pour pivoter de manière safe. Le Pokémon qui en profitera, c'est ce monstre d'Ursaking. L'évolution d'Ursaring, Pokémon normal bien connu de la 2G que Blanche a déjà utilisé. Mais là où Ursaring galérait à briller malgré ses bonnes stats et son talent cran à cause d'un type normal pur trop limitant, Ursaking obtient le type sol ainsi que des boosts de stats très conséquents. Il perd dans son attaque spéciale inutile pour un énorme boost de 40 PV, 30 de défense, 5 de défense spéciale et 10 d'attaque. Sachant que l'attaque d'Ursaring était déjà très élevée. Il perd aussi 5 de vitesse, mais ça va plus nous arranger qu'autre chose avec la disto. En fait, le Pokémon devient très similaire à Betochef, mais avec un bulk global bien supérieur. Un gros bourrin lent mais surpuissant qui profite de cran pour taper encore plus dur. Ursaking, c'est un Betochef plus solide, de type sol et avec un stab sur façade. Un Pokémon excessivement menaçant sous la distorsion. Si je détaille autant l'utilité du Pokémon, c'est parce qu'il n'est pas encore jouable dans un jeu Pokémon classique, bien qu'on ait déjà accès à toutes ces données en partie grâce à Legends Arceus. Mais comme ses amis disent lui, Ursaking devrait être pleinement jouable dès la 9G qui sort bientôt. Dernière précision, le Pokémon n'a pas séisme mais assaut frontal. Concrètement, c'est une close combat de type sol. Dans Legends Arceus, la capacité est à 100 de puissance, mais comme close combat, il faut prendre en compte que tous les moves ont une puissance réduite dans ce jeu, probablement pour l'équilibrage des styles de combat. Mais dans un gameplay classique, ça devrait être exactement comme close combat, à 120 de puissance. Imaginez juste la puissance absolue de ce monstre. Le 5ème Pokémon est un peu moins menaçant, mais beaucoup plus détestable, l'Euphorie. Bien sûr, c'est Blanche, vous vous attendiez à quoi? Et pourquoi l'Euphorie plutôt que le Vénard? Deux raisons. Premièrement, tout bête, mais l'Euphorie est un Pokémon de Johto, contrairement à le Vénard. Mais aussi, l'Evolurock est déjà pris par Porygon 2, donc va pour l'Euphorie. Je lui ai bien sûr donné un set classique de tank pivot. Pas de piège de roc, mais toxique pour changer. Un Pokémon qui pourra tanker toutes les attaques spéciales du monde pour laisser place ensuite aux possibles contres. Et enfin, le dernier Pokémon, aucune surprise, c'est bien Écrémeux. Le fameux Écrémeux, Pokémon signature de toujours de Blanche, peu importe le média.
Évidemment, je n'avais pas le choix. Il fallait faire référence au set original qui a fait pleurer tant d'enfants. Roulade. Et avec le métronome en item pour renforcer le boost de puissance à chaque coup. Couplé à cage éclair pour setup son attaque plus facilement et lait à boire pour se soigner si besoin. En dernier move, séisme pour assurer une couverture quasi parfaite, classique Edge Quake. J'aurais pu donner aussi boule armure à Écrémeux parce que boule armure double la puissance de roulade, mais bon là ça aurait été un peu trop à ce niveau là. Mais on va pas se mentir, si l'Écrémeux de blanche a été si dur à passer pour beaucoup de joueurs, c'est avant tout parce que le combat se passe en début de jeu. Et à ce stade là, non seulement les Pokémon sont faibles, mais en plus très peu savent tanker correctement les attaques roches. Dans le contexte de cette vidéo, au niveau maximum, le Pokémon est plus une blague qu'autre chose. Et ça y est pour Blanche, j'espère que j'ai réussi à bien retranscrire son côté insupportable dans cette équipe, mais tout en ayant des idées sympas. On retrouve plusieurs combos différents entre les Pokémon, typiques de Blanche qui veut s'amuser en combat. Mais pour ce qui est de sa puissance globale, c'est assez inégal. En fait, des fois la team sera vraiment super efficace et des fois ça sera bien plus compliqué, selon l'équipe en face et comment joue l'adversaire. Mais il y a clairement du potentiel, d'autant plus que j'ai dû la tester avec Ursaring, un Pokémon bien moins puissant que son évolution. Mortimer, un personnage assez apprécié de la deuxième génération que je qualifierais de Gengar. Non sérieux, c'est limite un gag le truc, il a vraiment Ectoplasma dans toutes ses teams et plusieurs fois par team. Agatha en 1G avait au moins l'excuse de n'avoir pas d'autre choix en type spectre, mais en 2G il y a Feu Rêve, et Mortimer préfère jouer une team composée de 4 Pokémon de la famille d'Ectoplasma. Ça a pas été facile de lui composer une équipe. Son premier Pokémon, ça sera Coraillon de Galar. J'aurais pu prendre son évolution, Coraium, mais ce dernier est moins lié à Johto que Coraillon, et j'avais vraiment besoin de ce Pokémon précisément en league défensif. On le retrouve avec son set classique Evoli-Rock. Les pièges de roc, ombre nocturne pour infliger des dégâts, feu follet et vol force pour bloquer les Pokémon physiques, ce qui permet également de privilégier les investissements en défense spéciale. Un Pokémon qui a été très populaire en début 8G avant de sombrer en NFE, mais il reste toujours jouable et très embêtant contre certaines teams. En deuxième, Magirève. Magirève est assez évident, c'est l'évolution du seul Pokémon spectre de Johto. J'ai opté pour un set 4 attaques veste de combat. Son combo d'attaque spéciale n'est résisté par aucun Pokémon. C'est une sorte d'attaquant SPA assez rapide qui pourra taper sur les faiblesses en tankant correctement le spécial. Et on enchaîne avec un Pokémon beaucoup plus original, Plumeline, style Buyo. Le Pokémon vient d'Alola, mais son style fait très Johto, et particulièrement Rosalia, la ville de Mortimer. Le Pokémon fait très directement référence au kimono de la ville, des danseuses dans le même style que Plumeline. Je suis plutôt content de cette idée. Pour son set, ça va être du placement plénitude avec ses 2 stabs et provoque. Avec son talent danseuse, le Pokémon peut venir sur certaines capacités de placement pour les copier et tenter d'arnaquer l'adversaire. C'est très situationnel mais plutôt marrant quand ça fonctionne. Le prochain Pokémon n'a pas de vrai lien avec Johto, mais un Pokémon qui a été utilisé à plusieurs reprises par Mortimer. Téléfix. Un petit Pokémon farceur qui colle plutôt bien à l'équipe. Son set de support relou classique permet de temporiser pas mal de Pokémon, notamment les attaques en physique. On retrouve à nouveau Feu Follet qui aura également une autre utilité. Et ça nous mène directement au 5ème Pokémon, Typhlosion d'Issui. Encore une forme alternative de type spectre d'un Pokémon de Johto. Heureusement qu'elles existent, sinon il y aurait vraiment pas matière à faire un truc cohérent. Typhlosion d'Issui, c'est la version étrange, mystique, fantomatique du starter feu de Johto. Mais surtout, il fait bien plus écho au Japon traditionnel avec des références directes au yokai. Et contrairement à sa forme d'origine, Typhlosion d'Issui possède un deuxième type et plus de variété offensive. Ici, j'ai opté pour un set Orbe Vie Plénitude avec 3 attaques. Déflagration en gros stab feu, Exploforce en couverture et Cortège funèbre en stab spectre. Il s'agit de sa capacité signature. Concrètement, c'est comme Châtiment avec 5 de puissance de moins, mais qui a 30% de chance de brûler. C'est vraiment un move intéressant qui va bien en combo avec les nombreux feux follets de l'équipe. Et enfin, c'est assez clair, Ectoplasma. Comme dit plus tôt, c'est un Pokémon complètement signature du personnage, comme pour Agatha et Alistair d'ailleurs. J'ai pris pour base les sets qu'il utilise dans Noir Blanche 2, qui sont très offensifs. On n'est plus sur du support gênant à base d'hypnose ou de folie. Ces ectoplasmas du PWT sont là pour taper. J'ai donc fait un set lunettes choix avec Bomberk en stab poison, tonnerre en couverture safe, trick pour bloquer certains murs embêtants et châtiment pour ratomiser une équipe brûlée. Le set compte vraiment sur le travail de Coraillon, Ténéfix et Typhlosion pour brûler les Pokémon adverses. Le châtiment Specs pour ensuite faire des dégâts monstrueux. C'est peut-être aussi une référence aux ectoplasmas de Pokémon Unite lors du premier mois qui pouvaient 1v5 une équipe rien qu'en spammant châtiment. Mais bref, voilà pour notre cher Mortimer. Une équipe un peu zarbe avec 4 Pokémon offensifs tout spéciaux. Autant dire qu'elle va galérer comme pas possible pour gérer le Vénard, bien qu'il y ait tout de même quelques options pour le gêner. Pour l'avoir testé avec Lugulabre à la place de Typhlosion qui n'est pas encore dispo, j'en tire un peu le même constat qu'avec l'équipe de Blanche. Sur certaines équipes c'est très efficace, sur d'autres c'est très compliqué. Peut-être que le prochain champion pourra enfin être plus équilibré.
Chuck. Voilà un personnage qui m'aura bien donné du mal. Au niveau de la composition de sa team, c'est tout ce qu'il y a de plus classique en 1G2G. Il a littéralement la team que j'ai donnée à Koichi dans la vidéo précédente. Et dire qu'il y aura encore Aldo à faire dans le même thème. Bon, au moins Aldo il a un autre thème, les Pokémon Roche. Mais peut-être que Chuck en a un aussi en fait. Et oui, Chuck a un rapport assez particulier à l'eau. Il vit sur une île isolée, passe énormément de temps sous des cascades et son Pokémon de signature est Tartare, un Pokémon de type eau. Donc j'ai quand même un petit thème sur lequel me baser pour éviter de faire un copier-coller de Koichi. Premier Pokémon, Capoeira. Et on commence directement avec un des seuls Pokémon de combat introduits en 2G. Capoeira fait partie du trio de combattants indissociables des personnages de type combat des premières générations. Et il est plutôt intéressant. Son talent technicien permet de booster 3 de ses capacités et son accès à tout rapide en fait un lead jouable. Je lui ai donné une veste de combat pour le faire tenir plus longtemps face aux attaques spéciales, c'était l'occasion. Le deuxième Pokémon est de loin le plus original de l'équipe. Azumarill. C'est pas un Pokémon de combat, mais il y fait référence. Pokémon eau iconique de Johto, il permet d'appuyer le thème maritime de Chuck tout en ayant Coloforce et Conobidon, un talent et une capacité de combattant physique. Le set est classique, sauf pour son dernier move, j'ai privilégié surpuissance à sabotage pour qu'il reste lié au type combat. D'un point de vue stratégique, c'est discutable, la team manque vraiment pas de capacité combat, mais en termes de cohérence, je trouve que ça fonctionne bien. Et puis Azumarill est déjà un excellent Pokémon qui fait du bien à la team. On continue avec Taignon. J'avoue que j'ai pas pu m'empêcher de lui faire une classique 1G avec les 3 points élémentaires. Ça paraît court, mais en vrai, il n'y a pas grand chose à faire de plus avec ce Pokémon. Donc on profite simplement de son talent point de fer et de sa couverture offensive. Vu qu'il tape super efficace sur plus de 700 espèces, c'était l'occasion de lui filer une ceinture pro en item. McConnier sera plus menaçant. Avec son énorme attaque, son bandeau choix et la puissance de Dynamo Point, il saura briser les murs des équipes adverses. Son talent Annule Garde lui permet de rater aucune attaque, ce qui permet de profiter de la confusion infligée par Dynamo Point, plutôt que de baisser ses défenses avec une close combat. Pour ce qui est de sa priorité, McConnier devrait avoir enfin accès à Mac Punch dans un futur proche, mais vu que c'est pas encore officiel, j'ai préféré garder Piste au point. Et puis ça permet de moins galérer contre les types faits. Avant-dernier Pokémon, Kikli. Alors lui, pour le coup, il a vraiment un set que j'adore. Il utilise le joyau normal avec la capacité bluff pour activer son talent délestage et doubler sa vitesse de manière complètement safe. Ça permet aussi de jouer le Pokémon rigide qui tape déjà fort de base. Et vous avez un Pokémon extrêmement rapide, prêt à lâcher ses meilleurs pieds voltige. Très simple, très efficace. Enfin, le dernier Pokémon, la signature de Chuck, Tartare. Ça a pas été simple de lui trouver un set correct, mais finalement j'ai fait un truc basique assez satisfaisant. Un set mouchoir choix. Ça permet de compenser la vitesse très limitée du Pokémon et de l'assurer de taper. Je lui ai d'ailleurs donné Cascade en stab haut, référence claire aux cascades de Chuck, mais également un bon moyen de flinch en combo avec le Scarf. Et je m'en suis pas trop mal sorti pour Chuck finalement, enfin je trouve. Même si la majorité des Pokémon restent très classiques, ils profitent tous de sets très différents les uns des autres. Et globalement, ça marche plutôt bien. Ouais, j'ai beaucoup gagné en jouant cette équipe. Je suis content que Chuck s'en sort déjà mieux stratégiquement que les derniers champions traités. Ça conserve la courbe de difficulté des jeux. Enfin, on va voir si ça se maintient avec le prochain. Jasmine est un personnage assez peu représenté en dehors de sa génération, qui se démarque par sa timidité. Mais c'est surtout le premier personnage de la série à n'utiliser que des Pokémon de type acier, bien que son équipe originale soit un peu triste. Mais on va remédier à ça en trouvant des Pokémon qui lui vont bien. Et le premier d'entre eux n'est pas le plus attendu, Triopiqueur d'Alola. Triopiqueur, c'est un Pokémon de Kanto qui est connu dans les jeux pour creuser de grands tunnels. On a ici une petite référence aux mines et au nom français de Jasmine par la même occasion. Mais surtout, c'est un des rares Pokémon semi-régional à posséder le type acier grâce à une nouvelle forme. Et les coupes de cheveux soignées du Pokémon peuvent également rappeler que Jasmine est coordinatrice de concours Pokémon en 4ème génération. Et Triopiqueur, c'est surtout un bon Pokémon en lead. Avec sa ceinture force, il peut encaisser un coup et balancer les pièges de roc. Si l'adversaire a utilisé une attaque de contact, il perdra de la vitesse grâce au talent Mèche Rebelle. Sinon, il utilise ses deux stats qui ne vont pas trop mal ensemble et possède Souvenir pour placer facilement un Pokémon derrière une fois son taf terminé. Le deuxième Pokémon, par contre, est extrêmement classique. Hermure, un symbole du type acier de la 2G. C'est la deuxième fois qu'il apparaît dans la vidéo, mais je lui ai concocté un set légèrement différent de celui d'Albert. Il pose les picots plutôt que les pièges de roc. Forcément, Triopiqueur s'en charge déjà. Et je lui ai donné une carapace mue en item, ça lui évite de se faire piéger par un Magnézone, et c'est plutôt pratique d'avoir des solutions contre lui en mono acier. Et en parlant du loup, le troisième Pokémon est justement Magnézone, un incontournable pour Jasmine. Je lui ai filé un set parfaitement identique à celui du Major Mob de ma précédente vidéo, à la différence que je lui ai remis Lumino-Canon en sable plutôt que Métal Laser. Mais je l'aime trop ce set. Le Choice-Specs bourrin PC-Feu de l'époque, c'est toujours un pur plaisir à jouer. Et le quatrième Pokémon n'est autre que Césaillox, un nouveau Pokémon déjà vu dans la vidéo. Mais faut savoir que j'avais pas vraiment le choix. 3 types acier étant déjà utilisés chez d'autres champions, il fallait que j'en reprenne pour compléter correctement l'équipe. Mais c'est pas grave, ça permet de jouer un autre set du Pokémon bien plus mythique. Le set Bande au choix.
classique, technicien, piste au point, carnage. Un set qui a fait ses preuves dès la 4ème génération, toujours bien jouable aujourd'hui. Et on enchaîne avec un Pokémon qui n'est pas de type acier, mais pas pour autant moins lié à Jasmine, Faramp. C'est évidemment une référence à Fari, le gardien du phare d'Oliville. Lors des événements du jeu, il tombe malade et Jasmine s'en occupe jusqu'à ce que le joueur apporte le médicament. A noter que dans Pocket Monster Spécial, le Faramp fait carrément partie de ces Pokémon. C'était l'occasion parfaite pour créer de la variété avec un Pokémon parfaitement cohérent. Pour son set, c'est du assez classique 4 attaques mais avec la veste de combat. Ça permet d'appuyer un peu plus sa solidité dû à un investissement en PV. Et enfin le dernier, le Pokémon de prédilection, Steelix. Steelix, c'est le Pokémon qui illustre parfaitement le revirement complet de type pour Jasmine, passant de roche à acier. Et ce changement n'est pas fait à moitié. Dans aucun jeu, pas même les Stadium, Jasmine utilise à nouveau de Pokémon roche. Seule son arène en 2ème génération en a conservé le souvenir. Pour mon Steelix, j'ai fait un set de placement pour permettre à Jasmine de tenter un carnage final. Et ça peut marcher. Si le joueur en face ne possède plus que des Pokémon tapant sur le physique, il risque de galérer contre cette machine de guerre qu'est Steelix. Avec ses investissements en PV, ses restes et la possibilité d'augmenter son énorme défense, le Pokémon peut être vraiment dur à tomber. J'ai choisi de lui mettre que de fer en stab malgré la précision bancale pour 3 raisons. Déjà, c'est une capacité qui colle très bien à Steelix, c'est même le seul Pokémon acier pouvant l'apprendre en 2G. Ensuite parce que c'est la CT qu'offre Jasmine dans son arène, et enfin parce que son talent sans limite permet de booster ses dégâts pour taper encore plus fort. Et voilà qui conclut l'équipe de Jasmine. Je trouve la composition plutôt sympa. J'aime bien l'idée que seuls les Pokémon de type électrique tapent spécial. Et défensivement, c'est du pur type acier physique. On ne peut pas faire plus classique. L'équipe fonctionne pas trop mal, bien qu'assez faible aux faiblesses du type, notamment sur le spécial. Mais globalement, c'est ok. Jasmine s'en sort pas trop mal. Et le prochain, j'ai hâte d'en parler. On dit qu'il apprend aux dresseurs débutants la rudesse du froid hivernal. Fredo. Un dresseur plutôt froid. Non, premier degré, il a toujours eu une aura un peu menaçante du papy qui veut t'apprendre la vie. Car le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a du vécu. Et c'est particulièrement détaillé dans Pocket Monster Spécial, mais on y reviendra. Pour son lead, j'ai directement mis son Pokémon de prédilection, Mamochon. J'ai hésité avec Cochignon, mais Mamochon est bien meilleur en rôle de lead, et ça fait maintenant plusieurs années qu'il l'utilise dans les jeux plutôt que Cochignon. Mamochon, c'est vraiment le lead de base par excellence. Une ceinture force pour éviter de se faire OS et Béné en talent pour ignorer la provoque. C'est vraiment pas simple d'empêcher ce Pokémon de mettre ses pièges de rock. Son combo de stab glace-sol est peu résisté, et il a aussi la priorité avec éclat glace. Un Pokémon simple mais qui fonctionne toujours très bien. Monsieur Glaquette colle bien à Fredo au niveau design. On peut y voir une sorte de vieil homme avec une canne. C'est vraiment la canne qui fait bien le lien, je trouve. Et puis, Monsieur Mime étant à la base un Pokémon de Kanto, la cohérence avec Johto est acceptable. Mais Monsieur Glaquette est simplement un Pokémon incroyable. Un support d'une très grande qualité, capable de retirer les hasards avec tout rapide et les murs de protection grâce à son talent brise-barrière. Avec son bulk spécial et sa capacité paresse, il peut tenir longtemps sur le terrain, et ses deux stabs lui permettront d'éviter une trop grande passivité. Vous pensez peut-être que je troll un peu, mais en vrai, non, je trouve que ce Pokémon est vraiment cool à jouer. Pas pour rien si j'avais déjà mis un set similaire dans ma précédente vidéo. Le troisième Pokémon est par contre réellement mauvais. Lamantine, un Pokémon qu'on pourrait surnommer lamentable tant il est catastrophique sur tous les points. Mais c'est un des compagnons les plus récurrents de Fredo, donc je vais quand même tenter un truc. Et puis, je suis un peu de mauvaise foi. Son talent Isogresse couplé à son double type eau glace lui permet au moins d'apporter une résistance feu à l'équipe, ce qui n'est pas de reflux en monoglace. Sinon, son move pool a la particularité de posséder 3 attaques de priorité différentes. C'est assez marrant, du coup je me suis dit que j'allais baser mon set dessus. Je vais donc filer Bluff, Aquajet et Éclat Glace avec énorme vie. Le Pokémon peut au moins servir à Revenge Kill dans plusieurs situations, c'est mieux que rien. Pour le 4ème Pokémon, va falloir que je vous explique. Et je préviens, ça va spoil sec l'arc or-argent cristal de Pocket Monster Spécial. Lors du tome 1, nous est fait l'introduction d'un nouveau personnage antagoniste, l'homme masqué. Et cet homme masqué se trouve être en réalité Fredo, qui cherche à capturer Celebi pour remonter le temps afin de sauver ses Doloclastes de la mort. C'est assez triste et ça explique probablement son aspect si sombre dans ce manga. Même les Pokémon qu'il utilise vont dans cette thématique. Migalos, Malos, Fantominus. Et si on donnait Ectoplasma à Fredo? Genre, vraiment, c'est la référence ultime pour l'homme masqué. Ectoplasma représente le côté sombre de Fredo ainsi que son rapport à la mort. À moins que... il y ait une référence bien plus importante à faire. Quel autre Pokémon mort erre dans le blizzard rongé par la rancœur? Zoroark d'Issui représente la tristesse infinie de Fredo d'avoir perdu ses 2 Pokémon. Bien qu'il ne possède pas de type glace, il vit dans les terres immaculées d'Issui, une zone montagneuse complètement enneigée.
En plus de ça, son design fait explicitement référence au masque Kitsune qui colle donc bien à la région de Johto et son ambiance liée au folklore japonais. Pour son set, j'ai voulu partir sur un mouchoir choix. Le Pokémon possédant toujours Illusion en talent, ça permet de surprendre facilement l'adversaire. Il possède ses stabs ainsi qu'une couverture non résistée. Sa capacité cœur de rancœur a 30% de chance de geler, et si la cible est affectée par un état spécial, les dégâts sont doublés. Et enfin, son type spectre qui l'immunise au type combat lui permet de tromper ses adversaires voulant utiliser une attaque super efficace sur un type glace. Les deux Loclas de Fredo ne reviendront jamais. Mais un troisième membre de la famille a été épargné, leur enfant. Ce qui nous amène au cinquième Pokémon, Loclas. Loclas est assez intéressant pour son bon bulk et ses deux stats puissants couplés à tonnerre qui ne sont résistés par aucun Pokémon. Mais le set permet surtout de préparer le terrain pour le dernier Pokémon en plaçant la grêle, Givrali. Evoli est un Pokémon légèrement populaire de Kanto, mais aussi très représenté à Johto, avec notamment le théâtre des Evoli de Rosalia. Givrali profite de la grêle pour avoir une précision parfaite sur Blizzard, ainsi que pour activer son talent Rideau Neige. C'est assez cancer, mais ça peut permettre au Pokémon d'éviter des coups complètement gratuitement. Doté de lunettes choix, il inflige de très lourds dégâts, et malgré son move pool extrêmement limité, il parvient à avoir une couverture parfaite. Givrali est un Pokémon globalement considéré comme étant mauvais, mais sa grosse attaque spéciale lui permet quand même d'exister et de prendre ce rôle de Pokémon final pouvant tenter de terminer l'équipe adverse. Et voilà pour Fredo, un personnage assez dark finalement, largement plus que Mortimer, mais ça lui donne une ambiance particulière et de la personnalité. J'ai dû tester l'équipe avec Ectoplasma à la place de Zoroark et c'était pas trop mal. Le type glace galère toujours énormément et certaines stratégies de l'équipe sont vraiment bancales, mais elle a au moins le mérite de proposer quelque chose d'unique. C'était l'avant-dernier personnage de la vidéo. Tâchons de terminer tout ça en beauté avec Sandra. La dernière championne de Johto, deuxième représentante du type dragon de l'époque avec son cousin Peter. Les deux personnages vouent un culte à leur type dans un lieu mystique nommé l'Antre du Dragon, une immense grotte remplie d'eau. Et on tient déjà là un thème majeur de Sandra, les dragons aquatiques. Draco, Hipporoi, Léviator, il y a possiblement un lien très fort avec Ao Kuang, dieu dragon de l'Est de la mer orientale dans la mythologie chinoise, ou plus directement au dragon azur de l'Est, un des 4 animaux sacrés de Chine. Et à ce propos, lors du début du développement de Pokémon 1, il était prévu d'y représenter ces 4 créatures mythiques. Arcanin pour le tigre blanc, Loclas pour la tortue noire, Léviator pour le dragon azur, et pour l'oiseau vermillon, on n'a aucune confirmation, mais les designs de Sulfura et surtout Ho-Oh s'en rapprochent énormément. Pour rappel, Ho-Oh a été designé avant la sortie du premier jeu. C'est donc tout à fait probable que Game Freak en ait profité pour réintroduire le mythe du dragon azur de l'Est avec l'antre du dragon et Sandra. Et il se trouve qu'Ebenel, la ville de Sandra, se trouve justement à l'est de Johto. A noter que le thème des animaux sacrés a été repris bien plus tard avec le groupe des génies légendaires. Mais ça ne s'arrête pas là. Les 3 capacités de type dragon introduites en 2G sont colère, ouragan et dracosouffle. L'ouragan fait référence au déluge créé par les dragons des mers lorsqu'ils sont en colère. Et Dracosouffle, j'ai regardé les Pokémon pouvant l'apprendre par CT en 2G, et il y a des trucs logiques. Les quelques Pokémon de type dragon ou à l'apparence draconique, comme Tyrannosif ou Ptera, les Pokémon majeurs de la génération, et Mew qui peut apprendre toutes les CS. Mais par contre, Arcanin, c'est bizarre qu'il y ait accès, non? Et quand on regarde en fait, Loclas, Léviator et Ho-Oh, c'est sûrement un hasard mais c'est quand même méga zarbe de retrouver ici nos fameux 4 animaux sacrés. Bon, je suis parti un peu loin dans mes explications, mais ça permet au moins de poser le contexte et le thème global. L'équipe de Sandra va se baser sur les déluges maritimes. Et on lead sans plus attendre avec Dracolos. Draco et Dracolos font partie des Pokémon les plus récurrents de Sandra. Et c'est très classique des 2 premières générations. Il n'y avait pas tant de choix niveau type dragon. On dirait peut-être pas comme ça, mais il s'agit bien d'un dragon des mers, typique du folklore oriental. Son set est assez tranquille. Pas de danse draco, pas de colère, mais des options de support avec anti-brume, atterrissage, et les restes pour tenir sur le long terme et pour maintenir son talent multi-écaille actif. Offensivement, il se contente de double volée et séisme, un combo résisté par seulement 12 Pokémon si on retire les formes alternatives. Le deuxième Pokémon est déjà plus surprenant, Cravaresh. Un dragon hippocampe, ouais, y a pas plus direct comme référence à Sandra. Cravaresh est tout comme Dracolos, un Pokémon dragon aquatique qui ne possède pas le type eau. Il colle vraiment bien au thème en termes de design et de concept, tout en étant original. Et son set l'est également. On va profiter de sa grande défense spéciale pour lui offrir une veste de combat. Le Pokémon profite également de son talent adaptabilité pour utiliser ses stabs et sa couverture n'est résistée par aucun Pokémon. Notons aussi la présence d'hydrocanon pour maintenir l'aspect maritime du set. En troisième, on retrouve bien évidemment Léviator.
notre dragon azur de la première génération. Bah lui pour le coup il a bien le type eau, mais pas le type dragon. Léviator c'est un Pokémon qui a brillé en 7ème et 8ème génération à l'aide de sa méga évolution, des attaques Z et du Dynamax. Ça tombe bien, je n'ai le droit d'utiliser aucune de ces 3 mécaniques, mais c'est pas grave. Léviator n'a pas besoin de ça pour briller. C'est un set de placement Danse Draco mais sans impudence. J'ai préféré Intimidation pour un placement plus safe. En objet je lui ai donné une baie miracle. Concrètement c'est juste la baie prime de la 2G mais ça sonne plus stylé baie miracle. Sinon bah c'est du classique niveau stab et couverture. Pour le 4ème Pokémon, on arrive à ce qui va vraiment être différent. Tarpo. Ouais, c'est pas du tout un dragon, c'est même carrément une grenouille. Mais Tarpo est assez parfait pour l'équipe. Il représente l'élément pur de l'eau à Johto. Il provoque par sa simple présence des pluies torrentielles. Et puis, les connaisseurs voient venir la raison du pourquoi ce Pokémon est essentiel à l'équipe. Tarpo utilise donc un set de poseur de rain avec la roche humide. Et il ne faut pas sous-estimer ses dégâts, il rigole zéro sous climat. Le set est d'ailleurs identique à celui que j'avais donné à Ondine dans ma précédente vidéo. C'est clairement mon préféré avec le Requiem pour empêcher l'adversaire de temporiser tranquillement. Et le premier des 2 Pokémon qui va vraiment profiter de la pluie, c'est Hydreigon. Ce monstre difforme de la 8ème génération qui a été banni de l'Overuse lui-même. Hydreigon possède tout ce qui caractérise l'équipe rien qu'avavec son double type, Eau Dragon. Mais c'est surtout le prédateur ultime qui n'arrêterait son carnage qu'après avoir dévoré ses victimes de sa puissante mâchoire. Évidemment, Hydreigon mouchoir choix sous la pluie, ça a de quoi faire peur. Mais rien de plus à dire, branchicroc. C'est Hydreigon quoi, hyper fort mais on se prend pas la tête à réfléchir avec lui. Bon, il est temps d'aborder le dernier Pokémon de cette vidéo. Hipporoi, la signature de Sandra, le dragon de Johto. Le Pokémon qui tire sa puissance des terribles tempêtes. Le crachin de Tarpo était indispensable pour Hipporoi. Il peut ainsi briller avec son set glissade lunettes choix, une immense vitesse et un hydrocanon qui ne pardonne rien. Le Pokémon parfait pour terminer un combat en beauté. Efficace et sans pitié, pile à l'image de Sandra. Et c'est ainsi que s'achève l'équipe de la championne la plus puissante de Johto. Une équipe vraiment satisfaisante. Cette équipe de Sandra, là, j'ai fait presque que gagner en la jouant. Pourtant, elle est loin d'être parfaite, mais les synergies sont juste trop agréables. Je suis bien content de terminer en beauté comme ça. Et ça sera tout pour les champions de Johto. Ils sont un peu moins iconiques que ceux de Kanto, mais pas moins intéressants. J'aime vraiment le principe de leur avoir donné que des types inédits par rapport à la première génération. Ça donne vraiment un côté unique à ces champions qui n'utilisent que des types secondaires ou un peu moins communs. Et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé aussi, et si vous souhaitez que je continue cette série. Je précise quand même que je compte pas forcément faire toutes les régions dans l'ordre. Là j'ai fait Johto après Kanto, non seulement parce que c'est une région que j'apprécie beaucoup, mais aussi parce que son lien avec Kanto est très fort et ça permet de faire une continuité directe. Mais bref, je parle trop. La chaîne ne cesse de grossir ces derniers temps, c'est incroyable pour moi, je vous aime. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. À bientôt les potes!